Merci pour l'introduction. Donc, je suis Benjamin Duban, je suis un des deux associés fondateurs d'une entreprise qui s'appelle Steam. On est ensemble pour une vingtaine de minutes de présentation et une vingtaine de minutes de questions, discussions derrière. N'hésitez pas à poser tout le long de la discussion, tout le long de la présentation, toutes les questions que vous avez dans le chat. Je ne les vois pas en direct de mon côté, mais Aude-Marie ou Anne pourront nous faire signe là, pour les traiter, en particulier à la fin. 20 minutes, ça va passer assez rapidement, donc du coup, je ne vais pas faire une très longue introduction, mais pour vous dire d'où je viens et qui je suis, j'ai passé quelques années dans l'industrie, essentiellement aéronautique au départ, chez Thales en tant que responsable d'innovation dans une business unit de Thales qui faisait des cockpits d'avions et d'hélicoptères. Et j'ai eu l'occasion de mettre là-bas en place des processus d'innovation centrés autour de travaux théoriques qui avaient été faits à l'école des mines de Paris. Et puis j'ai rencontré mon associé en 2013 et on a fondé ensemble Steam avec pour vocation de diffuser l'état de l'art de ce qui se raconte aujourd'hui en management de l'innovation. On est une spin-off du centre de gestion scientifique de l'école des mines, qui est un labo qui a beaucoup traité de ces questions-là pendant les 20 ou 30 dernières années. Et puis plus récemment, on a beaucoup baigné dans l'organisation gouvernementale de la cellule de crise pour le Covid pour essayer de piloter au mieux dans l'inconnu. Avec une quantité d'infos nouvelles qui arrivent tous les jours, avec une quantité de pistes à manipuler pour essayer de sortir le plus efficacement possible de la crise. Et donc aujourd'hui, on accompagne les entreprises autour des questions de pilotage d'activités d'innovation, mais plus globalement, pilotage des projets à grandes incertitudes ou grandes inconnues pour arriver à avancer à peu près dans tous les secteurs et tous les domaines. Je vous donne d'emblée ce qu'il faut retenir de la discussion et de la présentation qu'on va avoir. Les points clés qu'on va aborder sont le fait que, en fait, dans la situation actuelle, on a une espèce de tension financière des entreprises parce que l'opérationnel quotidien ne se déroule pas comme d'habitude, les marchés ne répondent pas comme d'habitude, plus une quantité d'inconnus hyper importante. Et du coup, ça coupe ce que nous, on appelle les activités de type 2, donc les activités d'investissement long terme. En tout cas, ça a tendance à les ralentir, ça a tendance à poser beaucoup de questions sur comment on les pilote, qu'est-ce qu'on en fait, ça a tendance à réduire les ressources sur ces activités-là, etc. Et du coup, on va discuter de 4 approches clés pour arriver à tirer son épingle du jeu dans ces conditions-là, pour arriver à faire mieux avec moins, pour arriver le plus vite possible à rebondir efficacement et à tirer de la valeur en termes d'innovation, de réinvention. Donc les 4 sujets qu'on va discuter, c'est comment on identifie les sujets clés de réinvention, qui sont les sujets prioritaires du moment, comment dessus on clarifie les ambitions, parce que si on n'est pas totalement clair sur où on va aller, on est certain d'avoir une perte en ligne, des ressources gaspillées. Comment on tire parti de tout ce qu'on avait déjà dans le pipe pour décliner à court terme des projets en cours qui étaient prévus pour du un peu plus long terme, mais malgré tout arriver à tirer la valeur qu'il y a dedans, et comment on utilise les logiques de mutualisation des efforts, en particulier dans un écosystème, dans un secteur donné, pour arriver à faire des choses intéressantes. Je vais passer sur quelques principes à chaque fois et puis ensuite la suite de la discussion vous nous permettra de les creuser plus ou moins profondément en fonction de ce qui vous intéresse. Donc, qu'est-ce que nous on voit en ce moment chez nos clients dans les grandes tendances? La réaction principale des entreprises face à l'absence de ressources, à la diminution des ressources et à l'augmentation des inconnus, c'est de se dire on va réduire les budgets, on va réduire les ressources, et on va réduire les ressources un petit peu sur le court terme, mais beaucoup sur les projets à impact long terme, ce que l'on appelle les projets type 2. Or, ces projets à impact long terme, on retrouve régulièrement dedans la plupart des innovations très transformantes, on retrouve régulièrement dedans les investissements en R&D, on retrouve pas mal d'autres choses, mais en tout cas, ces deux-là sont souvent dans cette catégorie-là. Et c'est le parent pauvre de l'histoire, donc c'est celui qui se retrouve à être le plus contracté dans la période actuelle, en tout cas pour beaucoup des entreprises. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Donc, c'est une évidence, mais ça va mieux de le rappeler dans le contexte. La deuxième chose qu'on voit, c'est une organisation des comités de direction, en tout cas des entités de direction, pour avoir, face à l'inconnu, beaucoup plus d'agilité, beaucoup plus de capacité à se remettre en question rapidement et à se transformer rapidement. Et ça, pour le coup, c'est plutôt une nouvelle intéressante. Ça va
plutôt dans le sens d'une capacité d'innovation renouvelée, au sens où les entreprises sont en ce moment un petit peu plus que d'habitude capables de remettre en question beaucoup de choses très rapidement. Et on voit beaucoup de nos clients aujourd'hui qui nous demandent comment ils font pour pérenniser ça, en évitant l'effet de bord qu'il y a en ce moment, qui est la cellule de crise tous les matins et tous les soirs, ça finit quand même par fatiguer les gens. Et donc, est-ce qu'on est capable de garder cette agilité, cette capacité à se remettre en question, rapidement, avec des ressources plus raisonnables et avec moins de fatigue et moins de pression? Donc du coup, un côté un petit peu négatif qui est les ressources ont plutôt tendance à se raréfier, un côté plutôt positif des conséquences de la crise et du pilotage dans l'inconnu permanent, qui est que globalement, on a vu monter en puissance la capacité des entreprises à se remettre en question très rapidement. L'approche que nous, on a tendance à avoir sur l'innovation vise à dire que c'est quand même important de se poser un certain nombre de questions pour arriver à avancer. La première question qu'on essaie de se poser, c'est finalement, si on cherche à faire de l'innovation, si on cherche à investir dans des projets en termes de renouvellement, quelle que soit leur forme, que ce soit par de la technologie, de la R&D ou par d'autres choses qui visent à déstabiliser les produits, les services qu'on est en train de délivrer, c'est intéressant que ça soit quand même à peu près aligné avec les enjeux stratégiques de l'entreprise. Donc du coup, la première chose que nous on fait d'habitude quand on travaille avec des entreprises, c'est on essaie de comparer le portefeuille de projets actuel avec les enjeux stratégiques de l'entreprise pour voir si c'est aligné. Et puis si c'est pas aligné, ça nous donne une liste de chantiers à mener. À côté de ça, on regarde souvent la capacité d'innovation, la capacité que l'entreprise va avoir à apporter en termes de ressources, de processus, de savoir-faire, à porter ces chantiers. Et si c'est aligné, tout va bien. Et si c'est pas aligné, ça va nous donner des efforts de transformation, des projets de transformation à mener pour être en capacité de porter les chantiers d'innovation qui sont les chantiers prioritaires. Donc rien de nouveau dans la période actuelle par rapport à cette approche-là, sauf que on a une déstabilisation massive et beaucoup d'inconnus sur les enjeux stratégiques. Là où l'ambition d'innovation parfois était claire, ce n'est pas toujours le cas déjà en situation de base, mais on se retrouve à avoir une situation qui déstabilise massivement tout ce qu'on a à faire. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait face à ça? Nous, ce qu'on dit, c'est qu'une des premières choses à faire, c'est d'identifier les sujets nouveaux qui sont liés au contexte Covid, qui vont être les sujets prioritaires sur lesquels on devrait avoir un effort de réinvention ou d'innovation. Comment on le fait? Il y a plein de façons de le faire. Je vous propose un cadre d'analyse, mais ce n'est pas forcément le seul imaginable. Nous, on aime bien utiliser celui-là en ce moment. C'est un cadre d'analyse qu'on a construit en regardant un petit peu tout ce qui se racontait dans la littérature et dans les pratiques ces derniers mois, qui vise à dire qu'en fait, face à une crise comme celle du Covid, on a 3 horizons de temps. On a la phase de la vague, l'arrivée de la première vague qu'on a vécue de mars à mai, là, qui était une phase où les mesures sont drastiques au niveau gouvernemental, on confine tout le monde, on bloque tout, l'économie s'arrête, etc. On a une phase d'aftershock dans laquelle on est en ce moment, qui est a priori, d'après beaucoup d'épidémios, construite avec des oscillations, des départs, des ralentissements, des réaccélérations, etc. Et puis derrière, on peut espérer un retour à une normale, cette normale n'étant pas nécessairement celle qu'on a aujourd'hui. Et donc, avec ces 3 horizons de temps, on peut se poser la question sur, dans l'environnement physique de notre entreprise, la production, la logistique, les utilisateurs, leur comportement, les interactions entre les logiques de vente, l'accès aux canaux de vente et aux distributions, les façons de travailler, etc. Et dans des choses un petit peu plus métaphysiques, le rapport à l'environnement, le rapport au sens du travail, l'impact social, le rapport à la santé, etc. Comment le Covid est en train d'impacter l'environnement de mon entreprise. Donc là, on a listé des choses qui sont des impacts typiques, mais c'est intéressant à faire en regardant ses clients, son environnement, son contexte, son entreprise à soi. Et une fois qu'on a listé ces impacts, on se pose la question de, sur chacune des zones, du coup, et sur chacun des horizons de temps, est-ce que je me sens prêt pour faire face à ces changements, ou est-ce que j'ai des questions à me poser et des mutations à aborder si ça s'avérait? Et donc, on obtient une espèce de cartographie d'une forme de résilience de l'entreprise à ce qui pourrait se passer ou ce qui est en train de se passer. Et ce qu'on voit, c'est que dans beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille, il n'y a pas d'unicité dans les quartiers, c'est-à-dire que
On n'a pas un quartier qui va être tout rouge ou un quartier qui va être tout vert. On va avoir peut-être des entreprises qui sont hyper bien adaptées pour les 2 premières phases, mais qui ne sont pas du tout prêtes pour la troisième, et vice-versa, ou des combinatoires un petit peu plus intéressantes. Et ce que ça nous dit, c'est qu'en fait, du coup, là où l'innovation et la question de la réinvention ont un rôle à jouer, c'est probablement les endroits où, contextuellement, là, dans les mois ou dans les années à venir, en fait, on n'est pas hyper prêt. Donc, première façon d'aborder le sujet, c'est de dire, OK, en fait, quelles sont les zones sur lesquelles, les sujets sur lesquels on aurait potentiellement des choses à transformer dans notre entreprise ou dans nos produits, nos offres et nos services pour qu'ils s'adaptent à ce contexte si particulier. Je ne vous vois pas et je ne vous entends pas, donc je considère que s'il n'y a pas de hurlement, ça va. Deuxième point, c'est une fois qu'on s'est donné les sujets sur lesquels on veut travailler, se donner un sujet, c'est probablement pas suffisant. On va avoir besoin de se donner une ambition. Vraiment, t'en fais pas. Il y a quelqu'un qui a son micro qui est allumé. Si vous pouviez le couper, ce serait super sympa. On va avoir à se donner une ambition sur l'innovation. Nous, on appelle ça le dilemme de l'architecte, au sens où quand on donne à une équipe dans une entreprise une injonction d'innover en disant ce serait bien que vous innoviez sur tel sujet, c'est à peu près aussi clair que quand on va voir un architecte et qu'on lui dit j'aimerais vraiment une belle maison. L'architecte, finalement, il peut se projeter en se disant mais il aimerait bien quelque chose d'assez naturel ou alors très moderne et très lumineux, probablement dans une logique énergétique positive, ou alors c'est peut-être du néo-rétro, ça pourrait l'intéresser, quelque chose d'un type un petit peu château, etc. Et du coup, si on ne précise pas plus ce qu'on veut, l'architecte, a priori, va se fatiguer un petit peu à proposer des choses qui sont complètement à côté de la plaque. Et en innovation, dans 75% des entreprises dans lesquelles on a travaillé ces dernières années, on voit beaucoup ce phénomène-là. L'ambition étant pas très claire, il y a beaucoup de propositions qui remontent et qui remontent au plus haut niveau pour décision dans des CODIR, où en face, les décideurs disent oui, mais en fait, c'est pas ça qu'on attendait. Donc du coup, on a essayé de proposer, nous, un vocabulaire, une façon d'analyser les choses pour caractériser un portefeuille d'innovation, caractériser des innovations avec une logique assez simple sur 2 axes. Un axe qui est l'axe horizontal en bas, là, qui est à quel point les innovations en question transforment nos expertises. Est-ce que c'est respectueux de nos expertises classiques de l'entreprise? Est-ce que ça nous amène sur des expertises nouvelles, mais proches de ce qu'on a l'habitude de manipuler, ou est-ce que ça va chercher des expertises très éloignées de notre domaine habituel? Deuxième axe, un axe sur la transformation de l'objet, au sens de la transformation de la proposition de valeur et transformation du destinataire de l'objet, que ce soit un produit ou un service. Quand on est en bas, on est sur une proposition de valeur classique, et plus on monte, plus on s'éloigne avec soit une proposition de valeur nouvelle pour des besoins existants, soit carrément au cran d'après, proposition de valeur nouvelle pour des besoins nouveaux, qui n'étaient pas du tout des besoins qu'on adressait jusque-là avec nos produits, nos services sur nos marchés. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit simplement que quand on est en train d'innover, alors j'ai pris un exemple automobile de manière très caricaturale, mais quand on est en train d'innover et qu'on est Renault, faire la Clio 5, c'est pas exactement la même chose que faire la voiture électrique, ou basculer sur un service de car sharing, ou aller faire une voiture à hydrogène. Et c'est des types d'innovations qui donnent qui vont demander des efforts, des investissements de nature différente, des difficultés de mise sur le marché différentes, et du coup des perceptions de l'innovation assez différentes. Si on prend quelques archétypes qui sont volontairement caricaturaux, mais on a pris l'habitude de caractériser ou de classifier en 4 grands blocs les intentions d'innovation. Et la réalité est toujours un petit peu plus fine, mais ça donne l'intention. La version la plus attendue quand on pense innovation et grandes innovations, c'est ce que nous on appelle le game changer. C'est l'attitude d'un SpaceX qui va s'amuser sur le marché du lanceur spatial à apporter une proposition de valeur nouvelle basée sur un objet technique très avancé avec des expertises assez poussées pour être capable de le faire. Donc on reconçoit radicalement le modèle où on transforme à la fois le business model, à la fois l'objet technique, etc., pour arriver sur le marché. De l'autre côté, on a plutôt la posture du dérisqueur qui lui va dire moi je regarde, mais je ne vais pas forcément investir massivement pour aller mettre sur le marché des produits complètement nouveaux. J'ai une attitude qui vise à regarder ce qui se passe. Et on prend Total en exemple parce que Total fait plein d'investissements dans plein de sujets,
mais avec des investissements qui, pour la taille de Total, sont des investissements relativement limités, un petit peu pour voir. Et puis à côté, des coûts comme l'exemple d'Autolib qui, au moment où c'est arrivé, était technologiquement pas beaucoup plus qu'un réassemblage de briques, c'est pas complètement vrai, et je suis certain que vous avez tous un avis un petit peu différent, mais en tout cas, où l'essentiel du décalage était dans la proposition de valeur qu'on amenait, en assemblant des briques existantes, en assemblant des techniques et technologies relativement matures à l'instant T. Le troisième est ce que nous on appelle le performer, qui lui va pas s'amuser à aller mettre sur le marché des propositions de valeur nouvelles, mais va plutôt essayer d'aller chercher une espèce d'excellence technique et technologique dans des voies qui ont déjà été ouvertes par d'autres. Et donc, quand on regarde ces ambitions ou ces intentions d'innovation, on va voir qu'on va avoir des portefeuilles qui vont avoir des formes un petit peu différentes. Le performer va plutôt aller chercher sur des lignes assez basses, plutôt sur la droite de la matrice, où on va à fond dans la techno, où on va à fond dans le renouvellement de l'expertise technique, mais où on respecte les propositions de valeur plutôt établies des objets, là où le différenciateur va faire l'exact opposé. Il va plutôt aller chercher des choses qui sont accessibles avec l'expertise actuelle, mais qui déstabilisent vachement ce que les gens attendaient sur le marché, qui surprend, qui met de l'image, qui fait du buzz, etc. Tout ça pour dire qu'en fait, il y a différents types d'innovation et que ces types d'innovation vont se traiter différemment. Et dans la période actuelle, qu'est-ce qu'on voit en ce moment dans les entreprises avec qui on travaille? On voit que les innovations qui demandent une acquisition d'expertise lourde, gros investissements R&D, temps long, partenariats nouveaux, que ce soit en make, en team ou en buy, des acquisitions d'expertise complètement nouvelles, sont moins favorables que la recherche d'exploitation de nos expertises actuelles et de nos assets techniques et technologiques actuels pour aller mettre sur le marché des propositions de valeur nouvelles. Ça, c'est un type d'innovation, celles qui sont plutôt sur l'axe vertical, ou en tout cas on travaille l'axe vertical, où l'essentiel de la difficulté est dans la déstabilisation de l'identité de l'entreprise, se dire est-ce que c'est à nous de faire ça? Est-ce que c'est bien le type de produit qu'on met? Est-ce que c'est bien les marchés sur lesquels on veut aller? Et ce que je vous disais au tout début, c'est que l'agilité que les entreprises ont acquise dans ces mois qui viennent de passer nous font voir, nous, de notre côté, qu'en fait, en ce moment, elles sont particulièrement capables de jouer à ça. Alors que les investissements massifs pour aller jouer sur la droite du tableau, sur du temps long, sont plus compliqués à mobiliser. Donc, ça ne dit pas qu'il faut jouer que dans ces zones-là, mais ça dit que probablement, on va voir et on a intérêt à travailler un rééquilibrage des portefeuilles en tenant compte des contraintes qu'on a en ce moment pour arriver à sortir malgré tout des choses intéressantes, des choses déstabilisantes, des choses étonnantes sur les marchés, mais probablement avec des efforts qui respectent beaucoup plus les contraintes de ressources qu'on a en ce moment. Comment on exploite ces ambitions pour décliner à court terme des projets en cours? Mais en fait, ce qu'on voit chez nos clients, c'est qu'on a beaucoup de gens qui ont deux approches qui sont intéressantes. La première, qui est de dire, en fait, j'avais des projets qui étaient prévus pour être plutôt par là. Et la question que je me pose, c'est comment j'arrive à tirer 50 ou 60% de la valeur de ce projet-là en diminuant mon ambition sur ce qui me coûte cher, les investissements en termes de R&D, de technique, de techno, d'acquisition de moyens nouveaux, etc. Est-ce que je suis capable de transformer mon projet pour le ramener dans une zone qui serait beaucoup plus près de là? Alors caricaturalement la colonne de gauche, mais probablement en tout cas lui faire quelques pas de côté. Ça, c'est la première chose qu'on voit. Et la deuxième chose qu'on voit, c'est comment j'exploite mes expertises actuelles en ce moment pour essayer de me glisser sur des propositions de valeur radicalement nouvelles que je vais valoriser et qui vont faire du bruit, de l'image et probablement pas mal de valeur. Donc on voit ces deux mouvements-là qui sont des transformations de choses existantes, transformations de projets d'un côté pour arriver à diminuer l'effort technique, technologique pour arriver à garder faire une espèce d'approche low cost du projet. On garde l'essentiel de la valeur en diminuant un maximum les coûts et les investissements long terme. Et de l'autre côté, on voit un mouvement qui est j'exploite au mieux mes expertises en me forçant à innover avec comme cadre contraint de départ qui est je vais générer des propositions de valeur nouvelles avec des assets existants et établis.
Dernier point qui est assez évident, mais réfléchir autour des ambitions en mutualisant les efforts. On voit que en fait, dans toutes les zones de droite, les zones où on va aller chercher des expertises nouvelles, où on va aller créer des expertises nouvelles, se pose la question du make, du team ou du buy. Et en ce moment, plus que jamais, nous on voit apparaître plein de travaux collectifs où un secteur, un groupement d'entreprises ou une chaîne de valeur complète avec une entreprise et l'ensemble de ses sous-traitants et co-traitants vont travailler en collectif à construire une espèce de vision commune de ce qu'ils doivent faire, de où est-ce qu'ils doivent aller, qu'est-ce que le Covid va impacter, c'est quoi dans l'aftershock, dans la nouvelle normalité qui va s'installer, quels vont être leurs produits, leurs services potentiels demain, et qui s'y préparent en collectif. Qui s'y préparent en collectif, non pas en imaginant ensemble tous les projets, mais en travaillant le cœur d'expertise, en travaillant la R&D, en travaillant l'investissement long terme, en mutualisant les efforts. On a vu ça avec quelques entreprises avec qui on travaille, on a vu ça avec des IRT avec qui on travaille, qui ont réussi à rassembler des collectifs autour d'eux pour créer cette vision et créer ces bribes de roadmap commune pour faire en sorte que les efforts soient mutualisés sur des choses qui seront de toute façon bénéficiaires à l'ensemble de l'écosystème. Et c'est probablement une piste hyper intéressante de repenser les relations qu'on a à nos partenaires en ce moment pour arriver à faire plus avec moins. Et on a vu des belles choses arriver là-dessus. On bosse en ce moment aussi avec des instituts Carnot dans le même esprit pour animer une filière complète, pour trouver des travaux structurants qu'on va pouvoir faire au niveau des laboratoires avec un cofinancement mutualisé au niveau de la filière. Et je pense que pour les mois ou les années qui viennent, c'est probablement une piste à considérer assez fortement. Du coup, si on résume, parce qu'on a une vingtaine de minutes, on a 4 grands principes pour nous qui ressortent là, de cette phase-là. Les 2 premiers, qui sont des principes qui sont valables tout le temps, mais plus que jamais maintenant, c'est si on n'est pas au clair sur les sujets et l'ambition qu'on a, on va gaspiller des ressources. Donc du coup, c'est en ce moment particulièrement inacceptable. La première logique, du coup, c'est d'identifier dans le contexte Covid, avec les impacts Covid potentiels, quels sont les sujets clés de réinvention et du coup, sur ces sujets clés, quel rôle peut jouer l'innovation, la R&D pour favoriser la réinvention de l'entreprise. Et pour chacun des sujets, que ce soit des sujets actuels qui étaient déjà dans le pipe ou des sujets qui sont des sujets qui apparaissent à l'aune de ce qui se passe avec la situation Covid, clarifier l'ambition d'innovation, le type d'innovation qu'on va aller chercher, avec en tête le fait que paradoxalement, en ce moment, les entreprises sont globalement un peu plus agiles et un peu plus enclines à se réinventer et à se remettre en question en profondeur, et paradoxalement, en même temps, moins capables de faire des investissements long terme sur l'acquisition d'expertise nouvelles. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut essayer dans un portefeuille de projets de décliner à court terme des projets en cours, soit en les ramenant vers la gauche, soit en essayant de créer des projets qui partent de nos expertises actuelles et en les tirant vers le haut pour faire des innovations à moindre coût, qui vont du coup aller plutôt jouer dans la déstabilisation de l'entreprise, mais pas dans la déstabilisation des compétences. Et puis, dernier point, à chaque fois qu'on est sur la droite, réfléchir à comment on peut mutualiser les efforts. Et là, on voit des actions systémiques qui fonctionnent bien avec des groupes d'acteurs qui se mettent ensemble pour travailler sur l'identification des sujets de communalisation possible pour mutualiser au maximum les efforts, parce que même si les ressources sont contraintes, il est probablement assez dangereux et assez mauvais de couper complètement les investissements à long terme sur l'acquisition d'expertise et sur le renouvellement en profondeur. Donc, du coup, ça semble être une solution pour ceux qui n'ont pas les moyens de le jouer tout seul en ce moment, qui permet malgré tout d'avancer et qui a l'air de bien fonctionner. Voilà le bilan de ces 3-4 derniers mois chez nous. Voilà ce qu'on a pu voir dans les entreprises et ce qui nous paraît être des types d'actions, des façons d'aborder le sujet qui me semblent intéressantes. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. J'espère que ça n'a pas été trop vite et que les messages ont été suffisamment clairs. Et s'il y a des trous, allons-y. Je suis là pour essayer d'y répondre. Merci beaucoup.
Alors, plus, que vous avez plein de questions à poser. je reviens ici pour la conversation. Merci Sophie. Désolée, j'ai eu des petits soucis de connexion. Ok, Muriel, très clair, ça résume ce que je vis. Ok. Si, oui, je pense qu'on est bon. Enfin, il n'y a pas grand monde qui y coupe en ce moment. On a quelques contre-exemples d'entreprises qui dans la période actuelle, arrivent à investir assez massivement. On a des entreprises qui sont habituées de ces modes de gestion-là, qui se disent, OK, les crises, c'est les moments où on fait la différence, donc c'est les moments où on investit massivement sur du long terme et de la réinvention. Mais c'est quand même pas la majorité. L'histoire de Turbomeca est beaucoup construite là-dessus, dans les périodes de crise. Alors, comment les équipes vivent une transformation d'un projet? Ouais, alors surtout ne pas couper ce qui est en cours et revoir les objectifs pour contribuer à l'évolution. Voilà, on a deux schémas. On a vu des transformations du projet qui restent dans les mains de l'équipe. Et on a vu des transformations du projet qui, au vu de l'ampleur de la transformation du projet, met l'équipe en incompétence. En fait, c'est plus la bonne équipe pour porter le projet tel qu'on le retransforme. Dans les deux cas, enfin, en gestion, je ne sais pas si vous avez ces trucs-là en tête, mais en gestion, on dit que plus on a engagé d'efforts dans une voie de travail donnée, plus la réorientation est compliquée. Donc, plus on va avoir engagé d'efforts cognitivement ou même en termes de ressources dans l'entreprise, plus la réorientation va être compliquée, à la fois pour les décideurs et pour les opérationnels qui portent le projet. Donc, du coup, ça dépend pas mal de choses, comme le degré d'avancement du projet, combien d'efforts on a mis dedans, et puis de l'adéquation des compétences de l'équipe en fonction de la réorientation du projet. Dans les deux cas, il y a une énorme conduite du changement à mener. Si on arrive à faire en sorte de réorienter plutôt que de couper, c'est bien. Mais il y a une énorme conduite du changement à mener et il faut embarquer les équipes, expliquer, être hyper didactique dessus parce que c'est un changement et c'est un changement majeur et plus le projet a été porté depuis longtemps, plus c'est compliqué. On a vu des cas réussis, merci Muriel, au revoir. On a vu des cas réussis et des cas plantés sur des réorientations, faut pas se mentir, mais on a vu quelques cas réussis de projets qui ont complètement rééclos avec des gens qui se sont éclatés à faire cette rééclosion et qui étaient très moteurs dans comment on exploite au mieux et comment on fait au mieux avec les ressources qu'on a. Et au final, de ma fenêtre, je trouve que c'est plus intéressant de dire à une équipe, écoutez, on le reconfigure plutôt qu'on l'arrête. Ouais, conduite du changement, une bonne communication et de rigueur, oui, on n'y coupe pas. Il y a 3 règles en conduite du changement pour moi. C'est règle numéro 1, communiquer. Règle numéro 2, communiquer. Règle numéro 3, communiquer. Du coup, oui, ça marche bien. Je ne sais pas si ça répond à la question, Sophie, là, sur comment elle vit la transformation d'un projet. Ok, top. Si vous avez encore des questions, je suis ravi d'y répondre. Si vous avez fait le tour, alors hop. Du coup, les transformations de la proposition de valeur, oui. Alors, quelle est la question? Alors, si vous voulez, vous pouvez peut-être activer votre micro, Sophie. Ce sera peut-être. Pardon, j'ai un petit peu de bruit autour, c'est pour ça.
Bonjour. Bonjour. Oui, en fait, sur la transformation de valeur, les équipes qu'il faut impliquer, c'est plutôt des équipes, je dirais marketing, mais il y a aussi la R&D, mais est-ce que, j'imagine que c'est peut-être un peu compliqué d'intégrer sur des nouveaux métiers, des choses comme ça, des choses sur lesquelles on n'est pas tout à fait prêt. Oui. Alors, on dit en gestion de projet, sur des projets à forte composante d'innovation, on dit qu'au final, ce qu'on a à faire, c'est gérer des incertitudes. On gère des incertitudes par rapport à un projet qui peut rouler, qui peut avoir vraiment. La faisabilité. Premier type d'incertitude. Deuxième type d'incertitude, sur les aspects marché, acceptabilité des idées, un business model pour ce truc-là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va l'acheter, est-ce que ça parle à quelqu'un, etc. Et ensuite, deux incertitudes qui sont plutôt des incertitudes organisationnelles. Est-ce qu'on va avoir l'accès aux ressources pour porter le projet? Est-ce qu'on a l'orga pour faire un projet critique là-dedans? Quand on prend un projet qui était plutôt un projet technique sur la on réduit les incertitudes techniques, de facto. On enlève des incertitudes techniques parce qu'on essaie de se rabattre sur des voies moins ambitieuses, plus connues, plus proches de nos expertises actuelles. Donc, on a plutôt tendance à réduire les incertitudes techniques. Par contre, on re-questionne profondément le cahier des charges de l'objet, du produit, du service. Et on introduit, si on le monte vers le haut dans la matrice, des incertitudes très fortes sur le marché, des incertitudes très fortes sur les ressources et l'organisation. Donc effectivement, le type d'incertitude auquel on fait face est plus le même. C'est pour ça que je vous disais que ça pose la question de est-ce que l'équipe qu'on a vue au départ est toujours la bonne pour porter le projet. Effectivement, du coup, on va avoir à réduire des incertitudes beaucoup plus typées marché, beaucoup plus typées organisation. Comment on va faire atterrir ce projet dans la boîte? Est-ce que c'est bien un projet pour nous? Mener la conduite du changement sur l'acceptation du fait qu'on aille sur un marché nouveau avec des propositions de valeur radicalement nouvelles. Et donc, du coup, ça se pilote avec les mêmes principes, qui est on va faire des petits pas pour réduire les incertitudes, mais avec des incertitudes d'un type nouveau. Donc du coup, si on avait des équipes suffisamment généralistes et qui traitaient déjà intrinsèquement de l'ensemble des incertitudes dans un projet d'innovation, qui est le cas idéal, ça se passe bien. Si on avait des équipes qui étaient très focalisées sur l'incertitude technique parce que c'était le cœur du truc, alors oui, en général, on a un refocus à faire avec une montée de personnes qui ont des compétences un petit peu différentes, qui vont être capables de porter ça. Est-ce que ça répond à la question? Ok. Est-ce qu'il vous reste des questions? Vous pouvez le poser à l'oral. Je n'avais pas vu qu'il y avait deux Sophie, donc désolé. C'était probablement ambigu quand je disais Sophie. Merci aux deux Sophie, malgré tout. Ouais. Est-ce qu'il vous reste des questions? Est-ce qu'il y a d'autres sujets que vous voudriez aborder? On est au bout? Bon, si vous n'en avez pas d'autres. Merci beaucoup pour votre attention. Ravi d'avoir pu partager ces éléments-là avec vous. Aude-Marie aura à disposition tous les éléments, les slides, les documents là que j'ai partagés avec vous. Donc, vous pourrez les utiliser ad volo, tel que ça peut vous être utile. Ouais. Merci à vous. Merci pour votre participation et vos questions. Aude-Marie, je vous rends la main. Oui, merci beaucoup Benjamin, c'était très intéressant. J'espère que donc a priori donc ça vous a plu et tant mieux. Ce webinaire sera en replay, vous pourrez le regarder. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir vers moi et on pourra si vous avez d'autres choses, d'autres sujets qui vous intéressent, hein, c'est le genre de webinaire qu'on pourrait refaire ou voir aller plus loin. Hein. Donc Benjamin, merci beaucoup. Et puis écoutez, il ne reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci à vous et bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir.